Soyez les bienvenus dans Euronews Soir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information européenne et internationale. Voici les titres de ce journal. Hong Kong s'enlise dans une crise d'une violence inédite. La police menace de tirer à balles réelles pour répondre aux manifestants. Une université est assiégée par les forces de l'ordre. Dans l'actualité également, le coup d'envoi de la campagne présidentielle en Algérie dans une ambiance très tendue. De nombreux manifestants rejettent la tenue du scrutin. Et puis la pollution atmosphérique toujours très préoccupante à New Delhi en Inde. Les habitants se tournent désormais vers des bars à oxygène pour respirer de l'air pur. On terminera ce journal par la sortie en salle de la suite du succès mondial des studios Disney. La Reine des Neiges 2 sort sur les écrans cette semaine. Je vous le disais en titre, la mobilisation en cours à Hong Kong depuis plus de 5 mois a basculé dans une phase beaucoup plus radicale, beaucoup plus violente. Des centaines de manifestants étaient retranchés aujourd'hui dans un campus cerné par la police qui menace désormais de tirer à balles réelles. Le récit de Maxime Bass. Situation très confuse autour de l'université polytechnique de Hong Kong. Depuis la semaine passée, des centaines de manifestants s'y sont enfermés, assiégés par la police. Selon les médias locaux, une partie d'entre eux a pu s'en échapper de manière spectaculaire. Une fuite qui intervient au moment où les autorités menacent de tirer à balles réelles et que Pékin durcit le ton via son ambassadeur au Royaume-Uni. Nous avons été très clairs avec les Britanniques quand ils ont émis des remarques irresponsables sur Hong Kong. Il me semble que quand le gouvernement britannique critique la police hongkongaise, le gouvernement de Hong Kong, il interfère dans les affaires internes de la Chine. Il prétend être équilibré, mais en réalité, il est partial. Lors de la même prise de parole, l'ambassadeur chinois a aussi affirmé que la Chine ne resterait pas les bras croisés si la situation devenait incontrôlable. Une intervention directe du pouvoir central qui est de plus en plus redoutée par les observateurs. Suite à la nouvelle flambée de violence du week-end, les chancelleries occidentales font état de leur inquiétude. Le gouvernement appelle toutes les parties à faire preuve de retenue et à engager le dialogue de manière à ce que des mesures de désescalade soient prises dès que possible et qu'elles débouchent sur une solution pacifique au conflit. Le nombre de manifestants encore présents à l'intérieur de l'université polytechnique est incertain. En cas d'arrestation, ils risquent d'être condamnés pour participation à une émeute et encourent jusqu'à 10 ans de prison. Pouvoir, dégage, on ne veut pas de ces élections. Voilà ce qu'on peut entendre dans les rues d'Alger, scandées par des manifestants en colère. Ils refusent la tenue des élections présidentielles alors que la campagne vient juste d'être lancée. Julien Pavy. C'est dans une ambiance tendue qu'a débuté la campagne électorale en Algérie. Affiche électorale jusqu'ici discrète, voire invisible. Meeting chahuté, les manifestants qui réclament depuis des mois la fin du système politique actuel rejettent la tenue de l'élection présidentielle du 12 décembre. En cause le profil des 5 candidats, tous d'anciens membres ou soutiens du régime Bouteflika. Ce jeune homme estime que la voix du peuple algérien n'a pas été entendue. On est là pour dire qu'il n'y aura pas d'élection. C'est aux citoyens de décider quand et comment elles doivent être organisées. On ne veut pas de ces élections. On proteste depuis 9 mois pour dire qu'on ne veut pas de gang pour nous représenter. Depuis le mois de février, les Algériens se mobilisent chaque vendredi, au cri notamment de « Pouvoir dégage », leur slogan favori. Après avoir obtenu la chute du président Bouteflika, après 2 décennies de règne, ils réclament sans relâche la fin de tout le système en place. Ils nous parlent d'élections, mais la vérité est que ces candidats sont le résidu du système Bouteflika. Si nous gardons le même système, à quoi cela aura servi de se débarrasser de Bouteflika ? Personne ne veut de ces élections, ce système a fait son temps. La précédente élection prévue le 4 juillet avait été annulée par la Cour constitutionnelle. Mais cette fois, le pouvoir algérien entend aller de l'avant. L'armée a refusé tout autre scénario de sortie de crise qu'une élection présidentielle. Direction désormais le Sénégal où se tient actuellement le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Le Premier ministre français Édouard Philippe y participe. Il a demandé l'implication de tous les États d'Afrique de l'Ouest pour ne laisser aucune chance, aucune prise aux groupes djihadistes dans le Sahel. Les explications d'Audrey Tilve.
Un forum international consacré à la paix et la sécurité en Afrique. Il se tient à Dakar alors que le Premier ministre français est en visite au Sénégal. L'occasion pour Édouard Philippe d'appeler à la mobilisation de tous les États d'Afrique de l'Ouest pour tenter de neutraliser les groupes djihadistes qui opèrent dans le Sahel. Leurs attaques récentes au Mali et au Burkina Faso ont fait des dizaines de victimes. Les terribles événements intervenus au Mali au début du mois de novembre montrent que les groupes qui se revendiquent de l'État islamique résistent encore. Nous ne devons pas baisser la garde. La France est présente auprès de ses partenaires et son action est plus que jamais déterminée. Nous sommes convaincus de la nécessité d'un partenariat plus large pour la sécurité et la stabilité au Sahel, en complément des efforts déployés par le G5 Sahel. Le G5 Sahel compte 5000 militaires mauritaniens, maliens, nigériens, burkinabés et tchadiens et est censé à terme prendre le relais des Français de l'opération Barkhane dans une zone grande comme l'Europe. Une sécurisation quasiment impossible dans un contexte dégradé avec une multiplication des embuscades et des attentats. Le Sénégal, qui se veut un pôle de stabilité face à la menace djihadiste, a vocation à intégrer un partenariat régional, insiste Paris. Mais pour l'heure, le pays n'a pas pris d'engagement concret. En France, le village de Mirepoix-sur-Tarn, près de Toulouse, est en deuil après l'effondrement d'un pont routier. 2 personnes sont mortes. Une enquête a été ouverte. Les causes précises de l'accident sont pour l'heure inconnues. Et l'on reparle de la Catalogne avec le procès du président régional indépendantiste Quim Torra. Il est poursuivi pour désobéissance, pour avoir refusé de retirer des symboles séparatistes d'édifices publics. Son procès s'est ouvert ce lundi dans un contexte de vive tension dans cette région du nord-est de l'Espagne. Quim Torra est arrivé lundi au tribunal à Barcelone. Le président régional indépendantiste de Catalogne est poursuivi pour désobéissance. Il est accusé d'avoir refusé de retirer des symboles séparatistes d'édifices publics de la région. Des faits qui remontent au mois de mars dernier et pour lesquels le parquet réclame à son encontre 20 mois d'inéligibilité. Une telle condamnation, si elle était prononcée, l'empêcherait de rester président de cette région. Afin de garantir la neutralité institutionnelle lors de la campagne des législatives d'avril dernier, l'autorité électorale espagnole avait notamment ordonné le retrait de cette banderole portant le slogan « Liberté pour les prisonniers politiques et les exilés ». Le procès de Quim Torra se tient dans un contexte tendu. Le mois dernier, 9 dirigeants séparatistes ont été condamnés à de lourdes peines de prison pour leur rôle dans la tentative de sécession de 2017. Contraint de payer pour respirer de l'air pur. En Inde, les barres à oxygène font florès en cette période de pollution asphyxiante, notamment à New Delhi, la capitale. La mégalopole est enveloppée dans un épais brouillard toxique, infligeant des toux chroniques et des yeux irrités aux habitants. Leur santé est en danger, c'est le message qu'ont souhaité transmettre ces jeunes Indiens lors d'une nouvelle manifestation contre la pollution. Depuis plusieurs jours, le pays fait face à un pic de pollution atmosphérique qui oblige nombre d'habitants à porter des masques de protection. De nombreuses personnes souffrent de toux chroniques ou d'irritation aux yeux et à la gorge. Un contexte sanitaire qui a obligé les autorités indiennes à fermer des écoles. Je proteste pour défendre mon droit à respirer. On m'a enlevé ce droit et je dois vivre. À l'origine de ce nuage de pollution, les activités industrielles, les brûlis agricoles, la circulation automobile ou les feux domestiques. S'ajoutent à cela des conditions climatiques défavorables, notamment un vent faible. Si l'Inde est habituée à la pollution, la concentration en particules fines dans l'air atteint actuellement des niveaux records. Dans ce contexte, certaines activités fleurissent. Des Indiens se tournent ainsi vers des barres à oxygène où ils peuvent respirer un air pur. Cela détoxifie le corps et réduit l'impact de la pollution et de tout le carbone que vous inhalez. Cela dynamise également le corps et vous rend plus détendu. La pollution de l'air favorise les maladies cardiovasculaires et les cancers du poumon. En 2017, elle aurait été la cause de plus d'1 million de décès prématurés en Inde. Que s'est-il passé ailleurs dans le monde? Comme chaque jour, voici notre tour d'horizon de l'actualité, vu par les autres éditions linguistiques d'Euronews et en partie en version originale.
Nos confrères espagnols ont suivi les obsèques des victimes des affrontements avec les forces de l'ordre en Bolivie, à Cochabamba, le fief du président démissionnaire Evo Morales, dans le centre du pays. La Bolivie traverse actuellement une grave crise marquée par la mort de 24 personnes en 5 jours dans des violences. Notre équipe russe a fait le point sur les élections au Bélarus, à l'issue desquelles l'opposition a disparu du Parlement. Un scrutin qui, sans surprise, a consacré le parti au pouvoir et son président, Alexandre Loukachenko. L'opposition dénonce des fraudes massives et conteste le fort taux de participation, estimé à près de 80%. Enfin, nos confrères allemands se sont eux intéressés aux intempéries en Autriche. Le sud de la région de Salzbourg ainsi que les régions du Tyrol et de Carinthie subissent depuis la semaine dernière d'importants cumuls de pluie et de neige. Les transports sont perturbés, des coupures d'électricité affectent plusieurs milliers de foyers et plusieurs écoles sont restées fermées aujourd'hui. Si je vous dis Elsa, Anna, Olaf et Christophe, ces prénoms ne devraient pas vous être inconnus si vous avez des enfants dans votre entourage. Ce sont les personnages principaux de La Reine des Neiges, le dessin animé de Disney qui a connu un succès mondial il y a 6 ans. La suite arrive sur les écrans cette semaine. Maxime Bass. Vous ne pourrez pas y échapper, surtout si vous avez des enfants. C'est une grosse production Disney qui débarque sur les écrans. Et une fois n'est pas coutume, le studio américain a décidé de faire une suite à l'un de ses films. L'avant-première européenne a eu lieu ce dimanche à Londres. Le premier volet de La Reine des Neiges a battu des records au box-office mondial, rapportant 1,2 milliard de billets verts, grâce à la chanson Let It Go, interprétée par Idina Menzel, qui a fait près de 2 milliards de vues sur YouTube. La chanteuse revient sur La Reine des Neiges, dont les héros, comme dans le premier film, sont des personnages féminins. C'est rafraîchissant de voir 2 personnages féminins au début d'un grand film. C'est rafraîchissant de voir qu'ils célèbrent leur amour les uns pour les autres, leur fraternité, et ne se concentrent pas sur l'amour d'un homme. Je pense que c'est vraiment bien de voir qu'ils se soutiennent mutuellement pour trouver leur authenticité et leur vérité dans le monde. Le film évite donc le romantisme traditionnel et donne la part belle aux filles. Nous suivons à nouveau Elsa, dotée des mêmes super pouvoirs pour changer l'eau en glace, accompagnée de sa sœur Anna. A noter que le film a été co-réalisé aussi par une femme, Jennifer Lee, aux côtés de Chris Buck. Depuis le premier long métrage des Walt Disney Animation Studios, Blanche-Neige et les 7 nains en 1937, aucune femme avant Jennifer Lee n'avait été au poste de réalisatrice. Where did you learn magic? Traditionnellement, avec des contes de fées, un prince charmant arrive à la rescousse. Le vrai baiser amoureux est incarné par un homme sauvant une femme. Ce film a enfreint cette norme. L'amour des frères et sœurs est vraiment puissant. Il parle à beaucoup d'entre nous et je pense que c'est aussi une question d'amour propre, en particulier dans ce film. Les critiques, quant à eux, ne sont pas restés de glace et on ne doute pas que le film soit un succès planétaire. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Euronews et les réseaux sociaux. Passez une très belle soirée, à demain.